Bonsoir et bienvenue à notre émission des Jeudis du programme, ce moment hebdomadaire où on se pose, on discute et on réfléchit sur un des enjeux forts qui nous paraissent en tout cas pressants et urgents du programme L'Avenir en commun. Ce soir, on va s'intéresser plus spécialement à une catégorie de la population qui est souvent oubliée, qui n'est souvent pas prise en compte dans les différents programmes politiques de notre pays, essentiellement parce qu'elle ne vote pas. Pourtant, sa prise en charge, la manière dont on l'accompagne est essentielle pour la vie du pays, pour la citoyenneté et tout simplement pour pouvoir imaginer un progrès social à long terme. Il s'agit, vous vous en doutez, les tricheurs ont vu ça sur le titre de l'émission, il s'agit de l'enfance, et notamment la petite enfance. Donc, ce soir, avec nos invités, on va réfléchir à la manière dont aujourd'hui les enfants sont traités dans notre pays, et bien sûr la manière dont demain ils pourraient peut-être l'être autrement. Pour en discuter, nous accueillons ce soir Sinaj, tu es éducatrice de jeunes enfants, tu es notamment active dans l'éducation populaire, où tu t'engages pour essayer de proposer d'autres regards et de faire réaliser la condition de l'enfance dans notre pays. Avec nous également Frédéric Groux, tu es psychologue, tu travailles à la fois en crèche et à l'hôpital, en milieu hospitalier. À distance, nous avons Julie Marty-Pichon. Tu es éducatrice, toi aussi, de jeunes enfants, professeur des écoles en maternelle et tu présides la FNEJ, qui est donc la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants. Enfin, François Ruffin, donc notre député de la France Insoumise, élu dans la première circonscription de la Somme. Tu es aussi connu comme fondateur et rédacteur du journal Fakir. Alors, une première interrogation peut-être pour lancer la discussion entre nous. Finalement, on parle beaucoup d'enfance, mais est-ce que c'est une question vraiment politique ? Et si oui, à quel titre ? Alors, merci d'abord de nous avoir invités, en particulier sur un sujet qui n'est pas du tout abordé dans notre société. Là, on a même un vrai problème dans notre société avec la petite enfance. C'est un sujet qui est idéologique, pas du tout considéré comme un sujet réel. Donc du coup, on a beaucoup d'idées du politiquement correct. Donc on nous fait des lois à tire-larigot dessus, mais jamais dans l'intérêt de l'enfant, malgré qu'il y a des lois qui existent pour les enfants. Il y a eu ce qu'on appelle la Convention internationale des droits de l'enfant. En fait, ça a été un joli projet, mais qui n'est pas du tout respecté en France. En fait, on s'aperçoit que en France, les lois sont faites, mais ne sont jamais appliquées. Alors si on prend l'exemple des crèches, de plus en plus, on retrouve des violences en crèche, donc à plusieurs niveaux, des dysfonctionnements institutionnels qui créent de la maltraitance sur les professionnels et sur les enfants. On a des violences autour des familles qui vont dans ces lieux, qui ont des obligations de plus en plus dures. Là, dans les crèches, à l'heure actuelle, on est sur des contrats. C'est des contrats comme vous avez avec les forfaits téléphoniques, où vous devez respecter des conditions pour pouvoir avoir accès à ces lieux. Donc, on a plein de dispositifs au niveau des lois qui sont mises, mais pas du tout appliquées. Par exemple, il y a une loi qu'il faudra à un moment donné réfléchir dans la petite enfance, c'est le contrôle de la petite enfance dans les lieux de petite enfance, que ce soit pour les assistantes maternelles ou les crèches, et à l'heure actuelle, il y a une explosion des crèches. Il faut vraiment se rendre compte que les crèches, à l'heure actuelle, c'est un dispositif qui est très récent. Dans les années 80, il n'y avait que 1% de crèches. Là, on est autour des 16%. Et c'est en augmentation constante, avec un dispositif qui est en train de se développer, c'est les micro-crèches. Mais à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'on a des PMI qui n'arrivent pas à suivre pour les contrôles. PMI pour tout le monde. Protection maternelle infantile, c'est ceux qui sont normalement censés être les garants des agréments et des contrôles. À l'heure actuelle, il y a des crèches. Alors là, j'ai eu encore le témoignage d'une personne qui travaille dans une crèche. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas eu de contrôle. Donc là, il faut vous dire vraiment qu'on a un vrai problème sur ce système-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'ouvertures de crèches, il n'y a pas forcément de contrôle. Quand il y a des contrôles, c'est des contrôles qui sont prévenus avant. C'est-à-dire qu'on vous appelle 15 jours avant pour vous dire tel jour, telle heure, on arrive. Donc évidemment que si là vous vous faites prendre la main dans le sac quand il y a des problèmes de personnel, là il y a un vrai problème en France et là qui va encore plus s'amplifier, c'est-à-dire qu'on a un problème depuis le début des crèches, depuis la création, depuis 1900, c'est le nombre d'enfants par rapport à l'adulte. Les crèches depuis la création ont des missions de plus en plus larges et on n'a pas changé ce ratio adulte-enfant, c'est-à-dire que dans les crèches vous avez un adulte pour 8 enfants qui marchent et un adulte pour 5. Là, on nous fait toute une documentation autour de la théorie des 1000 premiers jours des bébés qui a été lancée par le président Macron en 2019 sur le bien-être de l'enfant, sur éviter le stress, l'alimentation. Et on s'aperçoit qu'en France, malgré tous ces projets-là, on ne respecte jamais ces textes-là. C'est-à-dire que
En France, si vous voulez chercher un peu, vous allez voir les papiers de l'OCDE, qui est un organisme qui surveille un peu ce qui se passe dans l'éducation, qui préconise des choses. La France ne les respecte ni à l'éducation nationale, ni dans la petite enfance. On s'aperçoit qu'il y a des recommandations au niveau scientifique pour la petite enfance. Les encadrements pour le bien-être, ce n'est jamais respecté. Et quand il y a des rapports, alors il y a un rapport qui est paru en 2016 de Giampino sur la petite enfance, qui était un rapport qui était dans le sens de la petite enfance, c'est-à-dire du bien-être des enfants, des professionnels et des familles. Il a été rangé. On n'a retenu que la charte, qui est de 24 points, qui est, pour être franc, installée depuis des années, c'est-à-dire que rien de nouveau sous le soleil. Donc on a un vrai problème au niveau des crèches, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays de droit pour l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans le pays des droits de l'homme, mais pas des pays des droits de l'enfant. Donc on a des usagers, comme vous l'avez dit, qui sont silencieux, qui ne parlent pas. La petite enfance, les crèches, généralement les assistantes maternelles, c'est à peine 2 ans et demi dans la vie des parents. Ce n'est pas une bataille pour eux. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'aller travailler, généralement assez vite, puisque généralement les employeurs mettent la pression pour revenir généralement autour des 2 mois et demi, 3 mois. Donc quand ça ne marche pas dans ce sens-là, généralement vous avez des petits retours de bâton. Donc vous avez une pression de la société pour que les femmes travaillent le plus rapidement possible, sans prendre en compte vraiment les effets sur les enfants. Là, il y a beaucoup de documentation autour de la séparation précoce des enfants, qui est complètement mis de côté en France. On vous parle de la théorie de l'attachement, qui est assez dingue, parce que la personne qui a développé cette théorie dans les années 50 était contre les crèches. Là, à l'heure actuelle, on nous fait des théories ad hoc, c'est-à-dire que vous avez les crèches et on va vous trouver des théories qui vont s'appliquer à la crèche pour que les parents y aillent. Et ça date depuis quasiment les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu un début d'évolution des crèches et on a essayé de trouver qu'est-ce qui pourrait plaire aux parents pour mettre les enfants. Donc on a dit ça va les rendre plus intelligents. Si on regarde, il y a ce qu'on appelle PISA, c'est une sorte de recherche qui apparaît tous les 4-5 ans sur le niveau scolaire. Donc il y avait une période où on disait quand vous allez mettre vos enfants en crèche, il va avoir un meilleur résultat après au niveau de la scolarité. On s'aperçoit qu'en France, les résultats de la scolarité sont en chute libre. Donc on peut se poser la question de est-ce que les crèches vraiment aident les enfants à avoir une meilleure scolarité. Donc vous avez plein de petits systèmes comme ça où on s'aperçoit que la crèche, en fait, est une idéologie, pas du tout un point de vue scientifique sur le bien-être de l'enfant, mais plutôt sur une idéologie. Et l'idéologie, c'est de mettre les femmes au travail, d'avoir un bassin d'emploi. Et à l'heure actuelle, on est même passé dans quelque chose qui est complètement fou. Maintenant, c'est des entreprises qui s'occupent de ça. Le but, c'est de faire du remplissage, de l'objectif et d'avoir de l'argent. Donc là, il faut vraiment se dire qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les EHPAD, c'est ce qui se passe dans les crèches. Donc moi, c'est plutôt pour ça que je suis assez content de venir ici, c'est que je vais tout faire pour pas que ça se passe comme ça. Là, moi, je travaille aussi à l'hôpital, vous l'avez dit. On a une dérive dans les hôpitaux depuis quasiment les années 2000. Là, dans la petite enfance, c'est quasiment depuis les années 2010, où il y a eu même un livre qui s'appelle « Le petit livre noir de la petite enfance », qui a été à la période de ce qu'on appelle la loi Morano, où on demandait d'augmenter encore le ratio un adulte pour 12 enfants. Donc là, il y a eu une manifestation de ce qu'on appelle pas de bébé à la consigne et de la FNEJ, entre autres, et de beaucoup de professionnels. En fait, la loi n'a pas été retirée. Elle a juste été aménagée. En fait, on a joué avec des pourcentages, mais le taux a quand même augmenté. À l'heure actuelle, c'est même pire, parce que là, on vient de repasser avec une loi qui s'appelle la loi ASAP, qui était l'ancienne loi ESSOC. On a réussi encore à augmenter le taux. C'est-à-dire qu'on augmente le taux d'enfants par crèche, on diminue les mètres carrés par enfant. Donc à première vue, Julie a réagi et avait l'air peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que je disais. Donc peut-être qu'elle peut intervenir. Tu parlais à l'instant du terme peut-être absence de droit, c'est là-dessus que ça serait peut-être intéressant que Julie rebondisse au titre à la fois, on l'a dit, de professionnel, de la question de, disons, l'éducation et l'accompagnement des jeunes enfants, au titre également de présidente d'une association qui est en charge de ces enjeux-là. Lorsque tu entends parler d'absence de droit sur la condition des enfants en France, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu te reconnais dans ce terme? Alors, absence de droit, bonsoir d'abord. Absence de droit, je ne sais pas si on peut dire ça en ces termes. Après, ce qui est certain, c'est que dans un pays aussi riche que le nôtre et aussi développé, la cause des bébés
n'est toujours pas une cause prioritaire de n'importe quel gouvernement que ce soit depuis maintenant 30 ans. Donc, en cela, du coup, c'est un vrai souci parce que s'occuper et accompagner les jeunes enfants, c'est faire en sorte d'accompagner le citoyen de demain. Donc, et ses parents qui, du coup, trouvent un mode d'accueil et peuvent continuer à faire leurs activités sociales, familiales et professionnelles. Non, je réagissais juste sur, la question de la loi ASAP parce que c'est un sujet qui est très, actuel et qui a en effet, avec le collectif Pas de à la consigne, dont on participe activement, depuis maintenant 3 ans, on est en lutte et en combat, par rapport à cette, réforme. C'est juste pour rappeler que le texte du décret qui, régit, les modes d'accueil collectif, n'est toujours pas paru encore. Donc, certes, les projets, de texte sont assez graves dans le sens où ils vont, encore une fois, déréglementer le secteur et faire en sorte que, les enfants soient encore moins bien accueillis que ce qu'ils sont aujourd'hui et la situation est déjà assez, problématique dans bon nombre de structures. Mais elle va bien aussi dans un certain autre, heureusement, parce que sinon ce serait vraiment, l'apocalypse. Mais du coup, ces textes ne sont pas encore parus, on n'a toujours pas le calendrier, de parution. Ce qui est certain, c'est que le ministre donc Taquet, ne veut, pas déroger à sa proposition et ne veut pas négocier, avec les professionnels, et estimant qu'il y a déjà eu 2 ans de concertation et que du coup, il y a plus besoin qu'on y revienne dessus. Mais bon, cette réforme-là va vraiment aggraver les conditions d'accueil des enfants et donc, par conséquent, les conditions de travail des professionnels. Parce que, le travailler en petite enfance, c'est un métier pénible, qui n'est absolument pas reconnu aujourd'hui. C'est un métier qui est usant, c'est un métier qui demande une disponibilité psychique, à toute heure et toute la journée. On ne peut pas se permettre, d'arriver le matin et de ne pas être bien. On ne peut pas se permettre dans la journée, de ne pas pouvoir être disponible, pour les bébés et comme le disait, Frédéric Groult, en effet, les taux d'encadrement aujourd'hui, datent d'il y a plus de 50 ans. Donc, moi, je prends souvent l'exemple un adulte pour 5 bébés. Donc, 5 bébés, chez nous, ça veut dire que ce sont des enfants qui ne marchent pas. C'est des enfants qui sont en train d'apprendre à s'alimenter tout seuls, qui sont en train d'apprendre à se mouvoir, qui sont en train d'apprendre à marcher, etc. Donc, ce sont des enfants qui demandent une attention constante et qui demandent un accompagnement proximal, comme on dit. Et aujourd'hui, on nous propose avec cette réforme notamment de pouvoir que le gestionnaire soit libre de pouvoir changer ce taux d'encadrement et de pouvoir dire bon ben on va faire un adulte pour 6, quel que soit l'âge des enfants. Ce qui fait que potentiellement, on pourrait avoir des gestionnaires qui nous disent bon, ben, on va faire une section à 12 bébés, donc vous serez 2, alors qu'aujourd'hui, elles sont 2 pour 10 et que ça va déjà pas. Moi, je prends toujours l'exemple du repas. S'il faut vous imaginer, entre 11h et 13h, 5 bébés pour une professionnelle qui ont faim en même temps, des biberons à donner, de la diversification alimentaire à faire, et tout ça avec 2 bras. Bon, ben, aujourd'hui, c'est déjà très compliqué, c'est très pénible. Les filles, elles font ce qu'elles. Alors, je dis les filles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans notre profession, hein. C'est bien ça d'ailleurs le problème, parce que c'est un métier extrêmement féminisé. Et comme tous les métiers extrêmement féminisés, eh bien, on s'en occupe pas trop dans ce pays. Mais il faut vous imaginer les professionnels qui font ce qu'elles peuvent, à qui on explique à longueur de temps, et notamment leurs managers ou leurs directrices, etc., qui ont d'autres injonctions, hein, que il faut qu'elles s'organisent, que c'est possible, etc. Sauf qu'à un moment donné, non, ça n'est plus possible. Et là, on en arrive à des situations où beaucoup de professionnels de la petite enfance décident malheureusement de quitter le secteur alors qu'à la base, elles ont choisi leur métier. Alors, je ne vais pas parler de vocation, mais quand on décide de travailler auprès des tout petits, d'accompagner les familles, on ne le fait pas parce qu'un matin, on a vu une pub sur le métro, sur une rame de métro, quoi. On le fait parce que c'est quelque chose qui est choisi, les études ne sont pas forcément simples, il y a des concours d'entrée, etc. Et on ne devient pas, en tout cas pour ce qui est de notre métier, éducateur de jeunes enfants, travailleur social comme ça, du jour au lendemain, quoi. Donc oui, on a un vrai souci. Je pourrais parler après de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la petite enfance, si vous voulez, mais je peux laisser la parole à d'autres.
Volontiers, mais du coup, ça nous permet de se poser un peu la question que tu viens d'évoquer, celle des métiers féminisés dont on ne parle jamais ou presque, qui souffrent d'une très faible reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui est par exemple au cœur de ton dernier film. Oui, ouais, qui va sortir donc à l'automne, mais enfin on n'est pas là pour faire la pub du film. Mais c'est fait. Non, voilà. Non, en effet, moi je me suis intéressé aux assistantes maternelles, au milieu d'autres métiers qui sont les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les auxiliaires de vie sociale, les animatrices périscolaires, c'est-à-dire quelque chose qui va, on peut dire, de la naissance, ou quasiment, la petite enfance, jusqu'à quasiment la mort, quoi. Moi, je viens ici seulement pour ça, parce que je n'ai pas de compétences sur les principes éducatifs. J'admire les personnes qui s'occupent de 4, 5, 10 enfants à longueur de journée, parce que déjà, quand on en a 2 à faire manger le midi, c'est parfois un défi. Donc, mais en revanche, c'est aujourd'hui, la garde par les assistantes maternelles, c'est la majorité dans le pays. C'est 55% environ. Et pourtant, dans le débat public, c'est quelque chose qui est extrêmement minorisé. Quand on regarde la commission des 1000 premiers jours qui s'est rassemblée, il y a 2 lignes sur les assistantes maternelles. Et je pense qu'il y a un tropisme à aller parler des crèches publiques, des crèches associatives, des mini-crèches et ainsi de suite, et à délaisser ce qui est pourtant le secteur majoritaire. Alors peut-être qu'on souhaite que ça ne le soit plus majoritaire. N'empêche qu'aujourd'hui, ça l'est. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, et moi, là où, en plus, je sais peut-être que j'ai encore une raison moindre de m'exprimer ici, c'est que moi, je pose la question du point de vue des salariés, plus que du point de vue des enfants. Voilà. Donc, mais quand je regarde comment elles sont amenées à vivre, c'est-à-dire, il faut voir comment elles sont payées. Elles sont payées en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont. Donc, au plus bas, ça va être aux alentours de 2,85 € par heure et par enfant. Et ça peut aller, en région parisienne notamment, vers 4 €, peut-être parfois dépasser les 4 €. Mais ça veut dire que pour avoir le SMIC horaire, il faut qu'elles en gardent 4 à 5 dans mon coin. Or, un agrément, normalement, c'est pour 3 enfants, ça peut être poussé à 4, mais en gros, c'est ça. Donc, normalement, elles n'ont pas le SMIC horaire. Quand bien même elles arrivent à avoir le maximum. Pourquoi ? Parce qu'il y a des parents qui vont les amener à 8 h du matin, et puis il y en a d'autres, ça va être seulement à midi, enfin vous voyez, et puis le mercredi après-midi, il va être libre. Donc en fait, il faut qu'elle fasse un volume horaire qui est absolument considérable. Je rencontrais dimanche dans un des cantons où je suis une assistante maternelle qui me disait qu'elle commençait à 5h30, puisque des gamins lui étaient déposés pour des parents qui travaillent en usine, qui sont à la chaîne, quoi, et donc qui sont au travail d'équipe à 5h30, et que les derniers partaient à 19h, 19h30. Donc ça veut dire qu'on a des journées là qui peuvent dépasser les 12h, 14h. Elle me dit, il y a des fois, je ne respecte pas les 11 heures de temps horaire où normalement on doit avoir du repos entre 2 journées de travail. Et tout ça, pour à la fin du mois, parfois, ne pas avoir le SMIC. Et en fait, c'est pas parfois, c'est 58% des revenus qui sont inférieurs à 1 500 €, et vous en avez un tiers qui sont sous les 1 000 € en gros. Donc bon, c'est massif. Donc pour moi, au cœur de tout ça, il y a la question du statut. Et c'est la question qu'il faut poser. Si on veut résoudre, on peut toujours, et je l'ai demandé, augmenter le revenu horaire. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le nœud du problème, pour moi, il est dans le statut. Et il est dans le fait qu'au fond, elles sont supposées être des salariés des parents. C'est les parents qui les recrutent, théoriquement. C'est les parents qui sont supposés faire les contrats. En vérité, c'est les assistantes maternelles qui se font leurs contrats, qui se déclarent leurs heures le plus souvent, parce qu'on ne devient pas employeur du jour au lendemain, parce qu'on a une assistante maternelle à embaucher. Et donc, ça construit d'une part une véritable situation d'auto-entrepreneur, en vérité. C'est-à-dire que chaque mois de septembre, il y a des départs de gamins qui partent, qui entrent à l'école maternelle. Donc du coup, il faut aller rechercher des nouveaux contrats pour avoir la montée en charge, le nombre de contrats qui peut correspondre à obtenir au moins le SMIC, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est le premier problème. Et ensuite, moi, je pose la question de la dépendance à l'égard des parents. C'est-à-dire que quand on est dans de l'emploi direct comme ça crée une difficulté à dire les choses à son employeur qu'on a en face, avec qui se noue une relation affective, il y a l'enfant au milieu. Donc on est dans un bazar comme ça qui ne permet pas de clarifier la relation employeur-salarié. Je vais donner un exemple, juste un. Une asthmate qui va chez le médecin, le vendredi soir, le médecin l'appelle et lui dit « Madame, vous avez un gros problème au cœur, lundi c'est l'hospitalisation ».
Et la première chose à laquelle pense cette assistante maternelle, c'est pas « mon Dieu, est-ce que je vais vivre ? Est-ce que je vais vivre pour ma fille, une gamine qui est au collège ? Non, la première question, c'est comment je vais le dire aux parents ? Est-ce qu'ils vont me retirer les contrats ? Est-ce que je vais avoir des gardes encore pour la suite ? Et donc, voilà, dans cet exemple, mais qui peut être récurrent sur plein d'autres cas, ça peut être des cas plus banals. Il y a la réunion parents-prof au collège. Pour une fois, il faudrait que je m'absente et que j'aille voir les profs le soir. Mais comment je vais le dire aux parents ? Est-ce qu'ils vont me rayer leur truc ? Est-ce qu'ils vont m'engueuler ? Vous voyez ? Donc, moi, je suis pour qu'il y ait une intermédiation. C'est-à-dire qu'on aille vers moins d'emplois directs parents-employeurs et qu'on ait un tiers qui viennent faire l'employeur au milieu. En gros, c'est ce qui se passe avec le statut prestataire chez les auxiliaires de vie sociale, où vous avez des associations qui sont l'employeur des auxiliaires de vie sociale et les auxiliaires de vie sociale qui passent chez les personnes âgées. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, il y a des tas de problèmes aussi chez les auxiliaires de vie sociale. Mais voilà, je pense que ça, c'est la seule manière d'avancer vers la construction d'un statut. Ça ne veut pas dire que brusquement, il faut dire, parce que le problème... Vous me suivez ou pas ? Parce que des fois, je pars dans mes trucs. Ça va, vous ? Moi, ça m'a l'air clair. Mais alors, il y a une difficulté, il y a deux difficultés, c'est que ça va coûter plus cher. Si on veut qu'il y ait le SMIC sans avoir besoin de faire 80 heures par semaine, j'exagère, mais 50 heures par semaine, ça va coûter plus cher. Mais on a un deuxième problème, c'est qu'au fond, une partie des assistantes maternelles sont elles-mêmes attachées à leur indépendance, qui est, au fond, tout comme un paquet d'auto-entrepreneurs sont attachés à leur auto-entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder en face. Et donc, je pense que c'est, en revanche, une chose qu'on peut faire évoluer. Je ne dis pas que d'un coup, il faut couper et dire tout le monde passe avec de l'intermédiation, tout le monde doit passer par des associations. Mais si on veut, notamment, moi, je vois comme une espèce de différence de génération, pas forcément de conflit, mais différence de génération, avec une génération, on va dire, d'anciennes, qui ont plus été dans la nounou, et qui sont habituées à rester chez elles, qui vont au parc et fréquentent leurs assistantes maternelles voisines. Et de l'autre côté, une autre génération qui est plus en envie de se former, d'aller dans les relais d'assistantes maternelles, et qui peut être plus susceptible d'accrocher à l'idée d'avoir une intermédiation, et en tout cas qui peut être usée. Parce qu'il faut voir l'usure, vous en parliez. Bon, moi, j'en parlais rien que de faire bouffer mes gamins à midi. Mais l'usure que ça produit. Mais ça produit une usure sur l'assistante maternelle, mais ça produit une usure sur sa famille aussi. Parce que ça veut dire que les enfants et les parents qui viennent rechercher, ils sont là au domicile familial, tôt le matin, tard le soir. Il faut que le mari les supporte. Il faut qu'il supporte ça sur des années et des années. Donc, ça peut produire des tensions aussi dans le couple. Donc, je pense que comment on prend ces congés, c'est pas forcément évident. Il faut aller poser les congés aux parents aussi. Donc, vous voyez, donc il y a tout. Et je pense qu'il faut aller, pour moi, vers de l'intermédiation. Et par exemple, je serais favorable, c'est pas la grande révolution avec le basculement général vers la crèche. Moi, je pense que quand on a une situation qui est majoritaire dans l'assistante maternelle, comme elle l'est aujourd'hui, on peut aller que vers une évolution et pas une coupure radicale. Mais je serais par exemple aussi pour qu'il y ait une suppléante, que chaque assistante maternelle ait une suppléante. C'est-à-dire, quand il y a une embauche, quand elles sont embauchées, elles disent, voilà, quand je ne peux pas prendre les gamins, c'est une telle qui les prend. Et vous le saurez. Et là, il y aura, pour une fois, on autorisera à ce que l'agrément soit dépassé. Pendant le Covid, on a largement autorisé le dépassement d'agrément. Il me semble qu'on est allé jusqu'à 9 enfants par assistante maternelle pour les enfants d'infirmiers, de routiers, et ainsi de suite. Bon. Et donc, quel avantage ça aurait ce suppléant, ou cette suppléante, parce qu'à 98% c'est des femmes. C'est que, par exemple, si vous voulez faire une formation, aujourd'hui, elles ont envie de faire des formations. C'est une profession où il y a de l'envie. Comment on va aller donner les premiers débuts de la lecture, un certain nombre de choses comme ça. Enfin, le langage des signes, des tas de trucs. Bon, il y a des tas de formations là-dedans. Bon, mais aujourd'hui, c'est sur leur temps de repos. C'est le samedi matin qu'elles vont pouvoir aller en formation. Et donc, si jamais vous avez une suppléante, on peut aller déposer les enfants chez la suppléante et la formation, elle se déroule le jeudi matin, dans la journée, comme aujourd'hui, et sans avoir besoin d'être en conflit avec les parents, quoi. Et du coup, grâce à cette intervention, ça nous permet de bien mettre au cœur du sujet ce soir une partie de la population, à savoir les femmes, qui sont essentiellement soit assignées à ce rôle, soit salariées
dans ce secteur. Et tout à l'heure, on en discutait avant l'émission. Tu nous expliquais, Sinach, que donc, avec tes outils d'éducation populaire, ce que tu fais sur le sujet, tu es rentré notamment par la question féministe, sur ces enjeux de protection de l'enfance, éducation, etc. Oui. En tant que petite fille, ensuite en grandissant, en étant femme et en travaillant dans la petite enfance, je me suis aussi rendu compte que j'étais orientée dans cette voie-là parce que j'étais une fille. Et après, j'ai vu aussi que nos métiers étaient très difficiles. Enfin, on va dire tous les métiers du care, du soin, que ce soit l'hôpital, le soin des personnes âgées, le ménage, la cuisine, enfin plutôt la cuisine industrielle, etc. Donc tous ces métiers de soins à la personne, c'est des femmes souvent qui sont dedans. Donc, c'est des métiers qu'on faisait, je dirais, naturellement, puisque déjà de base, dans la culture, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, déjà parce qu'on les porte, on les allaite et après, on s'en occupe. Donc, finalement, comme il n'y a pas de reconnaissance du travail des mères, il n'y a pas de reconnaissance du travail des professionnels qui le font. Donc, le salaire n'est pas élevé, puisque c'est censé être une vocation. En plus, comme on le disait tout à l'heure, on a des conditions de travail très difficiles, des troubles musculo-squelettiques. Aussi au niveau des risques psychosociaux, enfin, je veux dire, psychologiquement, c'est pas simple. En plus, maintenant, quand on est dans des modes gestionnaires, donc forcément, il faut être rentable. Alors, c'est vrai que c'est de pire en pire depuis 30 ans, mais en fait, finalement, ça n'a jamais été bien dans les crèches. En fait, les crèches, elles sont nées aussi avec l'avènement du capitalisme, parce qu'il fallait faire travailler tout le monde, donc les hommes, les femmes, les enfants. Et donc, on a dû créer des modes de garde, puisque justement, les personnes étaient arrachées de leur lieu d'origine pour aller travailler dans les usines, etc. Donc, du coup, les crèches, au départ, c'était comme les petites classes de maternelle. Dans les petites classes de maternelle, il y avait un adulte pour 50 enfants, quoi. Donc, les crèches n'ont jamais été très bien dotées ni très bien vues. Et au départ, elles étaient aussi faites pour éduquer les enfants de pauvres. Non seulement garder les enfants des pauvres, mais en plus, on allait leur imposer un modèle éducatif. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de crèches religieuses et que dans l'histoire des crèches, au départ, elles sont soit religieuses, soit associatives, philanthropiques ou très médicalisées, quoi, avec le souci d'éduquer, de prendre soin aussi de la santé de la mère et de l'enfant. Alors, c'est un peu différent avec la PMI qui est quand même née avec le Conseil national de la résistance, après-guerre. Mais effectivement, ces métiers féminins ne sont pas reconnus, sont très fatigants. Et en plus, on va transposer la charge mentale d'une mère à domicile avec la charge mentale d'une assistante maternelle, avec la charge mentale d'une professionnelle petite enfance. C'est-à-dire qu'on va être dans le quotidien, pur et dur. Et en même temps, c'est un quotidien qui est très intellectuel. Ce n'est pas juste nettoyer des enfants, leur donner à manger. On n'est pas juste dans les soins. C'est aussi la façon dont on va faire ces soins. Il y a aussi des visées éducatives, pédagogiques. Il y a d'abord la santé, bien sûr, l'hygiène, mais il y a aussi la façon de traiter les enfants, de les amener vers l'autonomie, etc. Et en plus, le milieu de la petite enfance, donc il y a la jonction des professionnelles femmes qui s'occupent de petits-enfants, du coup, une France qui ne peut pas parler. Donc voilà. Donc c'est vrai que nous, on est en charge mentale, on est au quotidien, on s'occupe des enfants. Et en plus, si on est mère, à côté de ça, donc la charge mentale maxi, donc les enfants ne vont pas se révolter, les femmes n'ont pas forcément le temps non plus, en plus c'est pas très féminin de se révolter, c'est plutôt mal vu, dès qu'il y a des femmes qui se lèvent, on essaye de remettre le couvercle dessus. Donc c'est très compliqué pour nous de se fédérer, de s'organiser. Donc, comment dirais-je, c'est difficile à tout point de vue, même d'un point de vue psychologique, on ne va pas se mettre en grève. Ça rejoint ce que vous disiez sur les formations. Partir en formation ou faire la grève ou faire une journée pédagogique, ça veut dire qu'on va fermer la structure, ne plus accueillir les enfants, donc on risque de mettre les parents en difficulté. Et en difficulté par rapport à quoi ? Par rapport au travail, par rapport au salariat. Donc c'est toujours le besoin de travailler, parce qu'on a tous conscience, c'est dans l'inconscient collectif, il faut travailler, sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc on va valoriser le travail, mais à tout crin. Et donc moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la petite enfance, et notamment en crèche. Donc moi, au départ, j'étais pour les crèches, parce que j'avais une vision très éducative, parce que c'est vrai que notre formation d'éducateur de jeunes enfants, on a un tout petit peu de pédiatrie, mais on a surtout tout ce qui est psychologie, pédagogie, ethnologie, sociologie, donc beaucoup de sciences humaines. Donc, c'est des métiers qui sont hyper intéressants. On est très, comment dirais-je, on a vraiment le souci de bien s'occuper des enfants et de les considérer dans tous leurs aspects. C'est pour ça qu'il y a des équipes pluridisciplinaires avec des psys, des psychomotriciens aussi, de temps en temps, si on a de la chance,
des auxiliaires de puériculture, des CAP petite enfance et des éducateurs de jeunes enfants. Et en fait, c'est d'autant plus dur pour nous actuellement, c'est qu'en fait, on a tous ces outils-là, on a toutes ces connaissances sur ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien et comment un enfant peut se développer. Et en fait, on ne peut pas du tout le mettre en place. Et donc, c'est vrai que depuis 30 ans, c'est de pire en pire. Donc, le décret Morano, qui aurait dû être abrogé sous François Hollande, ça n'a pas été fait. Donc, c'est de pire en pire. Et donc, les professionnels sont de plus en plus usés. On en vient à avoir des fonctionnements complètement absurdes, d'avoir des burn-out, des professionnels qui quittent le terrain, enfin carrément qui partent à des moments parce que c'est trop difficile, des reconversions, enfin même des jeunes diplômés qui vont travailler 2 ans ou même à la fin des stages de formation, vont se dire mais non, je ne vais pas pouvoir faire ce travail-là. Donc on va avoir des jeunes diplômés qui vont se dire je vais faire du soutien à la parentalité. Alors donc c'est aussi une thématique ça qui peut sembler vertueuse parce que c'est très mis en avant par le secrétaire d'État actuel. Donc, en fait, on va naturaliser l'incompétence des parents, leur incapacité à s'occuper de leurs enfants. Alors que c'est vrai qu'on pourrait dire soutien à la parentalité, c'est chouette, puisqu'il y a aussi beaucoup de mères qui souffrent de burn-out maternel ou aussi de dépression postpartum. C'est quelque chose de sérieux. Mais en fait, ce n'est pas en faisant du soutien à la parentalité après coup ou en se substituant aux parents ou en mettant un travailleur social dès le retour de la maternité. Ce soutien à la parentalité, il doit avoir lieu sur des niveaux beaucoup plus hauts et politiques, c'est-à-dire avoir des vrais congés maternité, paternité, des vrais congés parentaux qui soient bien payés, qui soient suffisamment longs pour la mère et aussi pour le père. Et aussi, là, on voit aussi un tournant très autoritaire de jugement sur les familles ou de mépris vis-à-vis des professionnels. En fait, on va vous allouer très peu de moyens financiers et humains. Et en fait, si vous n'y arrivez pas ou si c'est fatigant, c'est parce que vous n'êtes pas capable. Et en fait, le problème aussi, j'en parlais tout à l'heure par rapport au fait de pouvoir se mobiliser, d'agir, de pouvoir réfléchir. Très souvent, dans les crèches, on n'a même pas une journée pédagogique, même si ça peut être inscrit dans le projet. On n'a même pas le temps de se regrouper, de rediscuter de notre pratique. D'avoir de l'analyse des pratiques, même si c'est préconisé dans le rapport qui a été fait, de fournir de l'analyse des pratiques. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se mobiliser, on est tout le temps dans le faire et dans des mauvaises conditions de travail qui sont vraiment très usantes pour les professionnels. Donc, comme le disait Julie tout à l'heure, il y a plein de professionnels qui quittent le métier, il y a moins en moins de personnes qui ont envie de le faire. Et on assiste aussi à des phénomènes, par exemple, des assistantes maternelles vont dire c'est trop difficile le rapport à l'employeur, donc je vais travailler en crèche, comme ça j'aurai la sécurité de l'emploi, etc. Et au même moment, il y a des personnes en crèche qui disent non, je vais arrêter de travailler en crèche, c'est trop épuisant, je vais être assistante maternelle chez moi, je pourrais appliquer une pédagogie intéressante, ou je vais créer une MAM, une maison d'assistante maternelle. Alors il y a des fois, c'est un titre officieux des MEUJ, maison d'éducateurs de jeunes enfants, parce que des personnes qui sont Bac+3 vont trop souffrir dans leur lieu d'exercice, parce qu'elles ne vont pas pouvoir bien s'occuper des enfants, donc elles préfèrent monter... Alors c'est ça l'intérêt des MAM, c'est que c'est un projet de femmes, un projet collectif où les personnes vont mettre en place leur outil de travail et pour pouvoir bien accueillir les enfants. Mais finalement, en maison d'assistante maternelle, c'est aussi de l'auto-exploitation et elles sont toujours liées par un contrat aux parents. Voilà. Et puis sinon, au niveau des femmes, effectivement, tous les métiers féminins ne sont pas reconnus, ne sont pas bien payés et comme je le disais tout à l'heure, on ne reconnaît pas la maternité et sa valeur et le fait de s'occuper des enfants dans sa vie privée, donc on ne le reconnaît pas non plus professionnellement. Merci beaucoup. Et ces différents enjeux qu'on évoque depuis tout à l'heure, on les traite beaucoup au niveau de la France, dans notre pays. Est-ce que peut-être, Julie, il y a un enjeu au niveau européen plus général qui viendrait rebattre les cartes dans le secteur ? Qu'est-ce qui se joue en Europe ? Alors en fait, il faut dire que par rapport à tout ce qu'on décrit là, il y a quand même un avant et un après directive Bolkestein. Donc, pour vos souvenirs, 2005, référendum sur l'Europe, et en même temps, cette directive qui doit être adoptée par l'ensemble des pays de l'Union, qui est la directive qu'on a appelée la directive service ou la directive du travailleur polonais. Et qui, du coup, avait dans ses alinéas le fait que les services à la personne, les services du travail social de façon générale, pouvaient être dans cette directive et donc être livrés au marché.
au marché de façon générale, comme le sont les entreprises de BTP ou etc., quoi. Et les pays avaient la possibilité à ce moment-là de pouvoir sortir de cette directive-là, c'est-à-dire de ne pas adopter cette partie-là de la directive dans chaque pays, en fait. Sauf que la France, sous Sarkozy, a décidé de tout intégrer. Ce qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé du coup, à partir de cette date-là, avec la possibilité pour des entreprises, et c'est d'ailleurs tout le débat aujourd'hui des entreprises de crèche, avec des entreprises qui entraient sur le marché de la petite enfance et qui du coup décidaient de développer et de créer des structures et de créer des places, etc. Sauf que on est passé du coup d'un mode de gestion associatif ou collectivité territoriale, donc fonds publics, enfin public, à la possibilité que du privé lucratif, pour le coup, parce que ce ne sont pas des philanthropes, hein, ils ouvrent des structures pour faire de l'argent, s'emparent du secteur social qu'est la petite enfance. Donc, et à partir de là, en fait, donc ça c'était il y a donc 2005, donc ça fait 15 ans maintenant, ça a été traduit en 2006, je crois, en France, bon bref. À partir de là, en fait, le secteur de la petite enfance est devenu un marché, ce qui est quand même assez incroyable dans notre pays, avec l'idée que on va faire confiance au privé lucratif pour développer. Parce qu'après, ce qui est certain, c'est que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il manque 150 000, 200 000 places d'accueil aujourd'hui pour accueillir les jeunes enfants et qu'on n'a toujours rien fait pour développer correctement. Mais on s'est dit, le privé arrive, donc allons-y. Et force est de constater en fait que depuis que le privé est entré sur le secteur, sur le marché, les collectivités qui ont des problématiques de financement, c'est-à-dire dont les dotations globales de financement, de fonctionnement sont à la baisse depuis des années et des années, décident de passer du coup des délégations de services publics, comme elles le feraient pour la gestion des eaux usées dans leur commune, pour gérer les structures d'accueil de la petite enfance. Et donc, on se retrouve à avoir en compétition sur des marchés un certain nombre d'entreprises de crèches qui essaient de tirer la marge à eux et du coup remporter le marché avec la collectivité, en face d'associatifs qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes armes que ces grosses entreprises, et sachant aussi que c'est un marché assez dévoyé dans le sens où c'est quand même une concurrence assez déloyale, dans le sens où les budgets des entreprises de crèche quand elles répondent à des marchés ne sont absolument pas les mêmes qu'un associatif, parce que dans les entreprises de crèche, il n'y a pas de convention collective qui protège les salariés, alors que dans l'associatif, vous avez des conventions collectives, qu'elles ont des systèmes d'imposition, etc., qui font qu'elles peuvent faire plus de marge que les associatifs, qui de toute façon n'ont pas ce but-là de faire du bénéfice. Et elles ont tous les moyens, on va dire, marketing, etc., financiers, pour du coup être les mieux-disants sur les marchés. Et depuis qu'on a cette possibilité-là, on s'aperçoit que les conditions d'accueil des jeunes enfants se dégradent, que les conditions de travail des professionnels se dégradent aussi, parce que l'objectif pour ces entreprises-là, c'est pas de faire en sorte que les bébés se développent correctement, que les professionnels sont dans des conditions de travail correctes, etc., et mettre en œuvre le projet. Non. L'objectif, c'est d'avoir le plus de clients possible, parce que les familles sont devenues des clients et ne sont plus des usagers, comme on le dit, comme on aime à le dire dans nos métiers, mais ce sont devenus des clients, ce sont devenus des portefeuilles. Il faut remplir à tout prix pour que l'argent public rentre dans les structures et garantissent la pérennité du modèle économique. On a un vrai problème quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un marché, petite enfance, avec du privé lucratif qui, sur le dos des fonds publics, fait du business. Donc moi, un jour, il va falloir qu'on m'explique comment c'est possible en France qu'on en soit arrivé là. Alors, je le sais, Sarkozy n'est pas forcément la meilleure personne pour défendre tout ça, mais toujours est-il que, quels que soient les gouvernements qui ont succédé, personne n'a abrogé cette prérogative pour dire ça suffit.
Le privé lucratif n'a pas sa place dans le travail social, n'a pas sa place dans la petite enfance. Il faut quand même, je lisais un article hier sur l'AGFI qui expliquait comment Sodexo, la restauration collective, c'était racheter une part du gâteau de crèche, à l'époque Crèche Attitude, qui maintenant s'était regroupé avec un autre et qui maintenant en fait se dit que tout compte fait c'est pas si rentable que ça, qu'il a quand même des structures pas mal en déficit et donc il est en train d'utiliser une stratégie financière digne du CAC 40 pour voir qui va pouvoir le racheter, comment il va pouvoir vendre. Et à côté de ça, vous avez d'autres entreprises comme Babylou, Grandir, La Maison Bleue, les petits chaperons rouges qui se partagent la part du gâteau là, qui se rachètent entre eux, qui se vendent, etc. Comme si on était dans une start-up, dans des start-up des multinationales, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment contextualiser de ce côté-là parce que pour le coup, le politique, c'est de sa faute là. C'est-à-dire que si à un moment donné, le politique dit la petite enfance, c'est un de nos enjeux majeurs pour les années à venir. Le politique doit pouvoir dire cette directive, on a la possibilité de sortir le travail social, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il y a le médico-social qui est en train de vivre exactement la même chose, de sortir ça du privé lucratif, peut-être qu'on va en revenir à des situations où on sera plus à même d'accompagner correctement ces jeunes enfants. Et alors, à propos de start-up, tu as lancé ce mot dans notre discussion. On a entendu plusieurs fois un terme revenir depuis tout à l'heure, c'est le terme de taquer. Donc taquer, ce n'est pas juste un acte de malfaisance, de maltraitance envers quelqu'un, c'est aussi le nom d'un secrétaire d'État qui a engagé des réformes dans le domaine. Est-ce que, Frédéric, tu peux revenir un peu avec nous pour nous expliquer les enjeux de ce qui se joue là-dedans? Alors, en fait, ce qui se passe là avec M. Taquet, qui s'occupe à l'heure actuelle de la petite enfance, en fait, c'est quelque chose qui est déjà en route depuis les années 2004, avec ce qu'on appelle la prestation de service unique, qui est un modèle de gestion qui a été mis en place pour faire du remplissage, c'est-à-dire optimiser le fonctionnement des crèches. Donc il faut bien vous dire que là, on est passé sur un fonctionnement d'entreprise, et du coup, les crèches, à l'heure actuelle, ont les mots des entreprises, mots MAUX. C'est-à-dire que là, quand on entend parler des burn-out, des choses, là, je vous renvoie à des livres de Christophe Dejour qui parlent du malaise dans le travail. À l'heure actuelle, on a le même phénomène dans les crèches. Donc évidemment qu'il y a un autre problème quand vous avez des entreprises dans les crèches qui rendent malades les gens, c'est quelles conséquences ça a sur les enfants. Et ça, c'est complètement évincé du discours. Donc là, à l'heure actuelle, on va être sur les premières générations depuis les années 2005 à avoir des enfants qui vont être dans des fonctionnements dysfonctionnants tout leur long de leur jeunesse, c'est-à-dire de zéro quasiment. Donc les maternités dysfonctionnent, les crèches sont en grande difficulté, l'éducation nationale, là Julie peut-être pourra dire un mot qui connaît aussi bien le sujet, les collèges sont en grande difficulté, les lycées sont en difficulté et le système universitaire aussi. Donc là on va se retrouver sur des enfants qui vont ne connaître qu'une société qui ne les prend pas en compte. Donc je ne sais pas comment on peut investir dans une société quand on est enfant, quand toute notre jeunesse, on n'a pas été considéré comme un citoyen, j'allais dire, normal. Donc là, on a des vrais problèmes. Et quand on parle des crèches entreprises, c'est aussi un problème politique, c'est-à-dire que ça a été un choix de l'État, depuis un petit moment, en fait, depuis les années 80, de déléguer à d'autres prestataires le système de la petite enfance, parce que, là, Julie le dit, c'est très compliqué de faire des bénéfices avec la petite enfance. C'est pas rentable, mais comme les hôpitaux, comme les EHPAD, comme beaucoup de choses qui touchent à l'humain. Donc tout à l'heure, François parlait des personnes à domicile, des assistantes maternelles. Évidemment que faire de l'argent avec du service à la personne, ce n'est pas possible, ce n'est pas un produit qui est rentable. On ne peut pas diminuer les coûts du produit pour augmenter la marge. Donc le seul levier qu'on a, c'est les salaires et les locaux. Évidemment, les locaux, c'est un agrément, donc on est obligé de s'y tenir. Et encore là, ils sont en train de jouer même sur ce levier-là. Donc le seul levier qu'on a, c'est les salaires. Donc là, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de, soi-disant, demander des formations de plus en plus des professionnels, sans évidemment revaloriser les salaires. Donc là, ça fait depuis 2008 qu'on nous parle de faire des formations pour les professionnels. Il y a eu un rapport Attali en 2008 qui parlait de former déjà 600 000 personnes en 2008. Là, le problème, il est posé à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne doit pas former plus de personnes, on doit garder les personnes sur le terrain. À l'heure actuelle, moi, je fais des formations pour les EGE et pour de nombreux professionnels. Les gens qui vont en stage ne veulent plus travailler en crèche.
Là, il y en a certains qui sont en apprentissage, qui ne finissent même pas leur formation, parce qu'ils sont considérés comme de la manœuvre, plus du tout comme des professionnels. Il y a une perte du sens dans le travail. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je pense qu'on est plusieurs, Julie certainement avec la FNED, a les mêmes résultats. Moi, j'écris des articles sur le sujet. J'ai des retours tous les jours de personnel qui me demandent comment faire pour changer de métier. Il y en a certains qui m'expliquent le malaise. Ils m'expliquent qu'il y a de la maltraitance dans le lieu, qu'ils ont beau le dénoncer à tous les niveaux, personne ne bouge. Donc là, à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on essaye de faire avec les enfants ? Où on va ? Quel est l'intérêt ? Donc là, on parle des 1000 premiers jours et soi-disant un investissement sur l'enfance pour avoir des meilleurs citoyens qui seront plus rentables, alors qu'on fait exactement la démarche inverse. Il y a des lois qui seraient simples à poser. C'est à un moment donné, on peut se dire, voilà, il y a des lois qui sont possibles, il y a des pays qui l'ont fait, donc les pays plutôt à tendance Norvège, Suède, qui ont investi dans la petite enfance avec un autre modèle que le nôtre. Nous, depuis la création, on va dire, des gardes des enfants, c'est le système de la garde de masse. C'est-à-dire mettre beaucoup d'enfants, ça coûte le moins cher possible. On s'aperçoit que ça a été efficace pendant une période parce que on n'avait pas d'autre pensée autour de l'enfant que le nourrir et le gaver, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Maintenant, on sait que ce n'est pas forcément ce qui est de mieux pour les enfants. Il y a d'autres façons de faire. On sait que les assistantes maternelles ont une façon de faire individuelle avec les enfants. En crèche, on a une façon de voir l'enfant qui est différente. À un moment donné, il va falloir coordonner. C'est ce que fait, par exemple, la Suède, où ils ont harmonisé, que ce soit le système de garde petite enfance et les écoles. À un moment donné, il va falloir réfléchir à ce système-là. En France, à chaque fois qu'on essaye de réfléchir à ce problème-là, en fait, ça tombe à plat. En 2019, il y a eu une commission pour les écoles maternelles, donc présidée par Boris Cyrulnik. Vous savez ce qui a été retenu dedans ? Rien. Rien du tout, quasiment. Donc là, pour les 1000 premiers jours du bébé, évidemment que l'initiative était très belle, mais il n'y a rien qui est retenu. On s'aperçoit même que les lois que M. Taquet propose à l'heure actuelle sont à l'inverse du bien-être de l'enfant. Non. Si là, ce n'est pas des décisions politiques, puisque là, c'est des scientifiques qui étaient à la commission des 1000 premiers jours du bébé qui disent, voilà, pour un bon développement harmonieux d'un enfant, il faut ça, ça, ça. Là, on s'aperçoit que les directives qui sont proposées à l'heure actuelle vont exactement dans le sens inverse, dans un seul but, c'est d'avoir un levier économique, c'est-à-dire la croissance d'un secteur. Donc, à un moment donné, il va falloir se dire, est-ce qu'on décide d'abandonner les enfants ? On a déjà abandonné les personnes âgées, on a déjà abandonné les hôpitaux. Est-ce qu'on décide aussi d'abandonner ce secteur-là, les bébés ? Moi, si on me dit c'est d'accord, mais on prévient les parents. On leur dit voilà, on va vous faire du marketing, on va vous dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais à l'intérieur, on ne fera pas ça. Moi, ça ne me pose pas de problème si les gens sont au courant. Donc, quand vous allez dans un magasin low cost, vous savez que vous n'allez pas avoir de la qualité. Mais on ne peut pas prôner un discours des 1000 premiers jours des bébés et faire exactement l'inverse dans des choses qui sont financées par le public. Il est hors de question qu'on laisse faire ça en France, surtout sur des enfants. Là, enfin, il y a des lois qui existent, c'est la protection de l'enfance. Vous savez que moi, quand je vais dans des lieux, il y a des fois, je ferai ce qu'on appelle des informations préoccupantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je devrais signaler ces choses-là. Ça m'est arrivé de le faire. Moi, en crèche, j'ai été éducateur, je suis psychologue maintenant, ça m'est arrivé de dire à des parents, ne venez pas ici, votre enfant est trop fragile. C'est un ancien prématuré, il est fragile au niveau de maladie, sortez d'ici, ne venez pas. Choisissez une assistante maternelle, ça ira mieux. Il sera moins malade, vous aurez plus le temps, il sera à son rythme. À l'heure actuelle, ces discours-là, ils ne sont pas entendables parce que là, on favorise les crèches, donc généralement en concurrence avec les assistantes maternelles, en mettant une concurrence de voilà, les professionnels de crèche sont bien formés, il y a un éveil qui va être fait, les assistantes maternelles n'ont pas forcément la formation nécessaire, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a la question de la peur des assistantes maternelles. Une assistante maternelle est toute seule, pourrait maltraiter les enfants. Moi, je fais des recherches sur la maltraitance en crèche. Pour être franc, il y en a autant que chez les assistantes maternelles. Pour être franc, je pense que c'est même très, très sous-estimé parce qu'en fait, comme il n'y a pas de contrôle et les professionnels sont tenus au silence, en fait, on le sent, enfin, ça ne sort pas. Donc généralement, il y a tout un filtrage au niveau des équipes qui fait que rien ne sort. Et généralement, les équipes, quand ils m'envoient des choses en me disant, voilà, moi, il arrivait ça dans ma crèche, j'ai essayé de le faire remonter à la direction, à la PMI, en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc nous, on a fait un reportage il y a un peu plus d'1 an sur les dysfonctionnements des crèches. On a alerté les PMI avec des vidéos. Vous savez ce qui s'est passé ? Rien. Les crèches fonctionnaient exactement de la même façon. Alors là, c'était des groupes que Julie parlait. Il n'y a rien eu. Même pas une lettre, même pas un rappel, même pas une contre-visite. C'est-à-dire que les gens nous disaient, c'est comme ça. Voilà. On sait que c'est comme ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à recruter, ce n'est pas de leur faute.
ils ne se posaient pas la question de pourquoi ils n'arrivaient pas à recruter, pourquoi les gens partaient. Il y a des crèches, moi j'ai travaillé dans une crèche qui était très très maltraitante. En l'espace de 3 mois, 12 personnes ont démissionné. Il y avait un jour, il y a eu les syndicats qui sont venus retirer du personnel qui trouvaient que c'était trop dangereux pour des adultes d'être dans la crèche. Donc là, on marche sur la tête. Quand vous demandez est-ce que la PMI est au courant de cette situation, ils vous disent bah oui, mais ils ne peuvent rien faire. Donc là, on est vraiment en train de marcher sur la tête. C'est qu'est-ce qu'on essaye de faire avec les enfants, avec les professionnels, qu'est-ce qu'on essaye de faire croire aux parents, parce que c'est vrai que les parents sont aussi tiraillés par la pression du travail, de trouver des modes de garde. Et pour être franc, la plupart des parents, quand on parle avec les parents, ce qu'ils veulent, c'est avoir un mode de garde. Généralement, que ce soit... Moi, je suis tout le temps surpris d'entendre qu'ils ne vont pas regarder la qualité du mode de garde, ils vont regarder la distance. Même pas le tarif, ça va être la distance. Il faut que ce soit pratique, commode. Comme pour les écoles, ils vont, même si l'école à côté de chez eux n'est pas bien, ils vont la mettre à côté parce que c'est proche et que ça sera plus simple. Donc là, on en arrive à avoir maintenant, un truc qui est complètement hallucinant, des crèches dans les gares. Parce que c'est sur le chemin des parents. Alors les gares, je ne sais pas si vous savez, mais c'est des lieux qui sont très pollués. Hein. Les freins des trains, c'est une horreur. Mais ça n'empêche pas. Par contre, on va vous dire dans les lois, dans les recommandations des 1000 premiers jours du bébé, attention à l'air, attention à l'environnement, c'est une responsabilité des parents. Mais l'État, elle, se donne aucune responsabilité dessus. Mais par contre, on va dire aux parents, il faut bien nourrir votre enfant, il faut bien le mettre dans des conditions pour qu'il ne soit pas stressé. Mais l'État, eux, ont décidé de laisser ça que à la charge des parents. Là, on va avoir quelque chose qui va se passer, c'est que même les PMI ne vont plus contrôler les crèches, ça va être un autre système, et progressivement, on va avoir des labels, comme pour le jambon, ça va être en gros des autocontrôles des entreprises qui vont auto-satisfaire, et il y aura un organisme indépendant, généralement financé par les entreprises, qui va dire si ce qu'ils font est bien ou pas. Donc là, c'est vraiment des questions à se poser sur les 5-6 prochaines années, sur qu'est-ce qui va se passer dans la petite enfance, parce qu'on a une démission importante des personnels qui travaillent dedans, qui se sentent vraiment abandonnés, donc pas reconnus. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà avant. Si vous prenez un peu la littérature de la petite enfance, déjà dans les années 60, il y avait un sentiment d'incompétence des personnels de crèche. Là, on en arrive à un sentiment d'abandon, des maladies psychiques quand même, des burn-out sévères, des gens qui se ruinent la santé à aller travailler en crèche parce que souvent le personnel de crèche, il y a une confusion. Ils pensent que c'est eux qu'on va traiter de maltraitants. Si à un moment donné on dit ça se passe mal dans les crèches, ils vont croire que c'est eux qui font mal le travail. Non, c'est de la maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs gens dans les crèches, les meilleures formations. Si on ne vous donne pas les moyens de travailler, évidemment que vous ne pourrez jamais faire. Moi, j'ai rencontré des gens, là on parlait des assistantes maternelles qui faisaient des horaires incroyables. J'ai vu des gens en crèche arriver à 6h du matin, partir à 19h parce qu'il y avait des absences et qui ne se sentaient pas capables de laisser des groupes d'enfants. Je l'ai vu. Moi, je me suis vu arrêter, enlever ma casquette de psy et de faire l'éducateur parce que je me retrouvais avec une auxiliaire et 20 bébés. Et là, on se dit, oui, c'est quoi l'important? C'est de faire le psychologue ou d'apporter du bien-être. Et c'est comme ça dans beaucoup de lieux. À l'heure actuelle, on a de la chance. Il y a un phénomène certainement dû au fait que maintenant, c'est des entreprises qui ont un esprit qui n'est plus du tout familial, c'est un esprit de management d'équipe où les gens commencent à parler, comme on a eu dans d'autres entreprises avec France Télécom, où les gens ont commencé à raconter ce qui se passait dedans. Et là, on a ce phénomène dans les crèches où la parole commence à se libérer sur ce qui se passe au niveau de la maltraitance institutionnelle, au niveau des conditions de travail. Ça, c'est quelque chose qui est très récent dans la petite enfance. Jusque dans les années 2000, où moi, je suis formateur dans des groupes d'analyse des pratiques, dans des formations pour les professionnels, il n'y avait pas autant de personnes qui parlaient. Là, depuis 2010, il y a des écrits, il y a des personnes qui revendiquent, il y a une création d'un syndicat qui s'est fait sur la petite enfance. C'est quelque chose de récent et il faut l'entretenir. Moi, je dirais même plus, les grèves, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui a changé quelque chose dans la petite enfance. Je pense qu'il faut passer à un niveau supérieur, il faut alerter les parents, il faut vraiment mettre un groupe de pression pour qu'à un moment donné, les politiques arrêtent de se laver les mains de ce secteur-là, parce que c'est vraiment des fois assez hallucinant. Moi, j'ai fait des ouvertures des crèches avec des députés, des maires, qui étaient dans des crèches en grève à cause des conditions de travail et qui arrivaient avec des petits fours et des verres de champagne. On était vraiment dans un pays schizophrène, mais vraiment, et qui se glorifiait de dire on a ouvert une crèche, mais qui n'avait pas du tout été parlé aux auxiliaires en sachant ces auxiliaires-là étaient maltraités, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions de travail où personne n'aurait accepté. Vous retrouvez avec un groupe de 12-13 enfants qui pleurent à l'heure du repas, c'est inhumain pour les enfants, pour le personnel. Et donc tu nous parles
ces difficultés dans les conditions de travail. Et François, donc, on le disait tout à l'heure, c'est des choses sur lesquelles tu as essayé d'agir, tu t'es engagé, tu as donné à voir ce qui se passait dans le secteur et tu as même été déposé une proposition avec Bruno Bonnell, donc un de tes collègues à l'Assemblée nationale d'En Marche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le destin de cette proposition finalement ? Tu t'es mis d'accord avec quelqu'un de la majorité, tu l'as convaincu, vous avez sans doute passé beaucoup de temps à discuter ensemble, et finalement ? Rien, mais sans trop de surprise. Sans trop de surprise parce qu'il ne peut pas se passer quelque chose à l'Assemblée si ça ne bouge pas dans le pays. Si jamais les assistantes maternelles, les auxiliaires de vie sociale, les agents d'entretien et ainsi de suite, ils ne poussent pas, ça va pas, il n'y a rien qui a jamais marché sans que ça pousse par les gens d'abord. Donc voilà, moi je m'efforce de tenir un peu les deux bouts. Alors d'un côté, à l'Assemblée nationale, tu déposes des projets de loi, tu fais des appels à la tribune pour rendre... si jamais tu ne montres pas le problème, il ne sera jamais posé, il ne sera jamais résolu. Donc bon, il y a un rôle de lanceur d'alerte depuis la tribune de l'Assemblée nationale, quelque part sur des situations sociales. Mais si jamais, de l'autre côté, que ce soit par des groupes Facebook, par des manifs et ainsi de suite, les auxiliaires de vie, les ASMAT, elles ne se bougent pas de manière différente. Donc des fois, ça bouge un peu. On n'aurait pas eu la prime Covid pour les auxiliaires de vie sociale si ça n'avait pas bougé de ce côté-là. Donc ça bouge un peu. Voilà. Alors moi, je sais pas, je brasse large, mais d'abord, pourquoi ce sont des métiers méprisés ? Ça a été dit. Parce que ce sont des métiers de femmes. C'est-à-dire que pendant des millénaires, des siècles, on va dire, c'est déjà pas mal, mais finalement, les femmes se sont occupées des enfants à domicile, se sont occupées des personnes âgées, se sont occupées des personnes malades, se sont occupées des personnes handicapées, sans rien demander. Ça ne nous coûtait pas un rond. Maintenant, elles le font, on les paye un peu, elles ne vont pas nous emmerder. C'est ça l'inconscient de la société. Donc c'est ça qu'il s'agit de changer. Et je pense qu'il y a une deuxième chose à changer, c'est qu'est-ce que la production ? Dans la mythologie d'après-guerre, le producteur, c'est le mineur de fond qui va chercher du charbon, qui ramène de l'énergie et qui permet qu'on rebâtisse le pays. Voilà la figure mythologique. La figure mythologique des années 80, c'est Bernard Tapie. C'est l'entrepreneur qui fait vivre le pays parce qu'il a envie d'argent, mais cette envie d'argent, elle profite à tout le monde. C'est la mythologie des années 80. Et moi, je pense qu'on doit être porteur d'une nouvelle mythologie. La mythologie, c'est qu'est-ce qui est la production aujourd'hui ? La production aujourd'hui, c'est de s'occuper des enfants, à la fois dans la petite enfance, à l'école et ainsi de suite. Et il faut qu'on donne à voir et à sentir que ce sont des actes productifs, c'est-à-dire qui enrichissent la société, qui l'améliorent, que ce n'est pas un coût, mais que c'est un investissement. Et il faut que donner confiance et conscience aux femmes, puisque ce sont des métiers massivement féminins, de la puissance qu'elles ont, du nombre, ne serait-ce que le nombre. Aujourd'hui, c'est 400 000 assistantes maternelles, et d'après France Stratégie, c'est l'un des métiers qui va le plus se développer, on va passer à 500 000. Mais c'est la même chose pour les auxiliaires de vie sociale. On est sur 700 000 et ça va grimper. Donc déjà, une puissance de nombre, qui veut dire que ce qu'on a réussi avec le mouvement ouvrier, à lui donner une conscience de classe, une conscience de sa force, et une possibilité de vote commun, parce qu'on vient défendre son intérêt par un bulletin dans des urnes et par des manifestations dehors, c'est difficile, parce que ce n'est pas du tout le même type d'emploi. Mais enfin, ça a été difficile dans le mouvement ouvrier aussi. Mais il faut qu'on arrive à donner une confiance et une conscience de classe, de genre, peut-être, aussi, même s'il faudrait que ça se dégenre, ces métiers-là, mais de la puissance que représentent ces métiers, et que si jamais elle cessait de le faire pendant 24 heures, le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt. Les hôpitaux ne tournent plus. Si les crèches ne tournent plus, les assistantes maternelles ne tournent plus, les autres, ils ne savent plus où mettre leurs enfants. Si les écoles ne tournent plus, on l'a vu pendant le Covid, c'est le problème directement des enfants qui ne sont pas éduqués, mais aussi de où est-ce qu'on va les mettre. Donc, c'est tout qui s'arrête. Si dans les EHPAD, on décide de s'occuper des personnes âgées, ça devient un scandale abominable. Donc, elles ont là, entre les mains, une puissance. C'est peut-être un petit bouton nucléaire dont elles disposent. Mais elles n'en ont pas conscience. Elles n'ont pas conscience non plus de ce qui les lie, de ce qui les relie. D'être de l'emploi féminin, d'être de l'emploi qu'on qualifie peu, qu'on forme peu, d'être de l'emploi précaire, souvent, d'être de l'emploi
avec des salaires qui, quand ils atteignent le SMIC, c'est le maximum, des emplois qui sont souvent des emplois du temps éclatés. Donc tout ça, il y a tout un commun entre ces métiers-là, mais ça ne va pas se voir. Et donc, moi, ma bataille, c'est de montrer, comme si on avait un iceberg là, de le faire monter, de montrer que, là on parle des assistantes maternelles, mais il y a un fond commun entre tous ces métiers-là. Aussi, par exemple, c'est les métiers où les faiblesses s'ajoutent. C'est des femmes pauvres, et puis à Paris, pas mal étrangères aussi, d'origine étrangère. Donc on va avoir un cumul de fragilité. Il faut donner à voir le lien entre tout ça pour qu'à la place que ça soit des îlots, ça devienne un archipel et possiblement un continent. Et avec un vote. Pour moi, je suis la rue, les urnes. La rue, les urnes. Et on est là dans le cadre d'une campagne aussi. Et donc, il faut donner à sentir cette puissance possible d'un vote commun. Et que là, il y a un intérêt. Ce n'est pas des petits trucs, c'est massif. Et y compris que les candidats, ils ont intérêt à faire campagne là-dessus. Et pas à les faire passer 2 heures dans la totale campagne là-dessus. Peut-être qu'au moins autant qu'on va dans les champs. Je travaille sur les prix agricoles, donc je n'ai pas de problème à le dire. Mais autant qu'on va dans les usines. J'étais aujourd'hui chez Whirlpool, donc je n'ai pas de problème à le dire. Mais que ce pan-là ne soit pas oublié. Ou bien les start-up, puisque Macron, lui, n'était pas chez Whirlpool aujourd'hui, il était avec Vivatech et les champions des start-up. Mais voilà, et que la richesse, je dirais qu'il y a la mythologie macroniste aujourd'hui de la start-up, parce que je parlais de tapis, mais aujourd'hui, la richesse, la production, c'est la start-up. Nous, on doit peut-être opposer une autre mythologie, qui est la mythologie du lien, qui est la mythologie du soin, et que ces producteurs de richesse, c'est ça qui tient la société. Vous savez d'ailleurs, quand la société elle était en crise l'année dernière, ils l'ont vu, que c'était ça qui tenait la société et que ce n'était pas leur start-up. Après, ils ont tenté de filer des milliards aux start-up pour venir dire on va faire l'application Stop Covid, dont Macron disait ne dites pas que c'est un échec, cela n'a pas marché. Tout est dans l'euphémisme. Mais donc, ce n'est pas les start-upers qui ont tenu la boutique l'année dernière. Ce sont qui ? Ce sont ceux dont Macron a dit il faudra se rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Sauf qu'un an après, on est encore au point de départ. Et si on laisse faire Macron, dans 10 ans, on sera encore au point de départ. Et dans un siècle, on sera encore au point de départ. Parce que le capital dont il est représentant, temporaire, il n'a aucun intérêt à venir revaloriser ces métiers-là, les structurer, parce que pour moi, ce n'est pas seulement une question de salaire, mais leur offrir statut, revenu. Statut, revenu. Il faut construire un statut. Ça veut dire des possibilités de qualification, des possibilités de formation, du temps qui soit construit aussi pour préserver sa vie de famille, et ainsi de suite. Donc, construction d'un statut et de revenus. Mais le capital, il ne va pas le faire tout seul si jamais ça ne pousse pas et s'il n'y a pas une conscience d'une force commune. Et tu évoquais à l'instant la question du Covid. Est-ce que dans le milieu des professionnels de l'enfance, dans la multitude des professionnels de l'enfance différents, est-ce que c'était un moment un peu charnière ou un moment de difficulté particulièrement aiguë que l'année 2020 ? Alors du coup, des crèches que je connais, des différents types de crèches, les seules crèches qui ont été à peu près, c'est celles qui avaient des taux d'encadrement supérieurs à ce qui est préconisé. Enfin, toutes les crèches où il y avait le minimum de taux d'encadrement, du coup, elles ont fonctionné comme elles ont pu, donc pas toujours très bien. Donc, déjà, le fait, c'est le manque d'informations, les informations contradictoires qui mettent du temps à arriver, etc. Donc, les personnes sont dans l'inconnu la plus totale et on sait très bien que c'est difficile quand on ne peut pas se projeter. Après, ça nous renvoie aussi à tout l'aspect de millefeuille réglementaire, donc notamment pour les assistantes maternelles qui ont plein d'interlocuteurs différents. C'est la PMI qui va les agréer. Du coup, il y a la plateforme Page Emploi, c'est la CAF et l'URSSAF. Elles peuvent se renseigner auprès des relais assistantes maternelles qui sont censées ne donner une information que de niveau 1. Et bien, pour les crèches, c'est un peu pareil. Donc, qui est-ce qu'on doit voir ? Est-ce que c'est l'ARS ? Est-ce que c'est la PMI ? Donc, il y avait le problème du manque d'informations, que les informations ne venaient pas, qu'elles étaient contradictoires, qu'elles étaient à la dernière minute, que aussi les personnes ont été impactées personnellement, qu'il y a eu des crèches où il y a eu le Covid. En fait, c'était pareil aussi pour les assistantes maternelles. En fait, personne... il n'y avait plus de pilote dans l'avion, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Et ça rejoint aussi
un peu le côté quand on parlait qu'on a vu des violences dans les crèches et quand on en fait part à la PMI ou à la mairie si elle est responsable de cette crèche, il n'y a rien qui bouge. Et en fait, on est vraiment comme on s'occupe des enfants, on est aussi très infantilisé. Hein. C'est ce qu'on fait aux mères, c'est ce qu'on fait aux professionnels de la petite enfance. C'est que comme il y a des millefeuilles hiérarchiques et, comment dirais-je, et aussi institutionnels, donc on ne sait pas à qui on doit en référer, et on a toujours quelqu'un au-dessus de soi, donc on attend que la réponse vienne d'en haut. Donc du coup, c'est vrai que ce qui manque, par exemple, on voit aussi dans les crèches, c'est qu'il y a une personne en direction qui est dans un bureau et puis les autres professionnels qui sont sur le terrain avec peu de temps pour s'organiser, etc. Donc même les professionnels ne connaissent pas le droit du travail, elles ont toujours besoin de se référer au projet pédagogique, au projet d'établissement, et même ce qui est inscrit dedans, ce n'est pas forcément la réalité. Donc après, pour le Covid, moi, je l'ai vu de façon beaucoup plus personnelle que professionnelle. Donc je vais peut-être renvoyer la balle à Frédéric. Enfin, je sais que le Covid n'a fait qu'exacerber les difficultés qui étaient déjà présentes. On va donner la parole à Julie, qui est donc à distance. Et malheureusement, on va devoir bientôt s'orienter vers la conclusion de nos échanges. Mais Julie, vas-y. Oui, pour revenir sur la question du Covid, il faut se rendre compte que les crèches comme les écoles n'ont pas fermé pendant toute la pandémie. Elles ont été réquisitionnées comme les écoles pour les enfants de soignants et personne n'en a parlé. À aucun moment dans les médias, on s'est saisi de la question et à ça, on a parlé de l'école, il n'y a pas de problème, hein, comme souvent. Mais personne n'est venu dire que les assistants maternels ont continué à travailler, que les crèches ont été réquisitionnées et qu'on a fait exactement le même boulot. Et ce que disait la collègue tout à l'heure, c'est assez juste, c'est-à-dire que dans les structures où il y avait peu d'enfants et où les personnels étaient en nombre, bien, on a eu un effet âge d'or, entre guillemets, dans le sens où les collègues ont repris sens au travail et ont retrouvé du plaisir à travailler parce que petit groupe d'enfants, parce que plus de pression, plus de remplissage. Et du coup, ça a eu cet effet positif. Dans le reste, après, une fois cette petite accalmie passée, les choses sont redevenues comme avant, avec en plus des protocoles sanitaires extrêmement rigides, extrêmement hygiéniste. C'est-à-dire que ce qu'on avait connu, enfin non, moi je ne l'ai pas connu, mais ce que nos anciennes collègues avaient connu dans les années 60-70, c'est revenu en force comme un boomerang avec la pandémie. Et aujourd'hui, ces pratiques sanitaires et hygiénistes qui quand même n'ont plus lieu d'être dans nos modes d'accueil de 2020-2021 de façon générale, on est en train de se demander comment on va revenir dessus et comment on va faire de nos structures d'accueil des structures d'accueil éducatives et sociales et pas seulement des structures sanitaires et hygiénistes. Donc ça, c'est une vraie question qui est en train de se poser, d'autant plus dans des structures où les enjeux écologiques et environnementaux avaient pris une grande place avec notamment tout un processus d'écolo-crèche, etc., etc. Et je voulais juste ensuite revenir sur la question des métiers dits de femmes et du fait que, comme le disait Monsieur Ruffin, on aurait en effet tout à y gagner à se rassembler et à faire en sorte qu'on montre notre voix. Certes, moi je suis d'accord avec ça, sauf qu'aujourd'hui les gens sont tellement isolés et les problématiques socio-professionnelles sont tellement complexes que c'est difficile de sortir de la maison. Nous, on le voit avec le collectif Pas de bébé à la consigne. Et pourtant, c'est un collectif qui rassemble plus de 50 organisations du secteur de la petite enfance. Moi, ce que je voudrais surtout pouvoir dire, c'est que au-delà de tout ça, on a surtout un problème de projet de société, qu'aujourd'hui la place de l'enfant n'existe pas dans notre pays. Il n'est toujours pas considéré comme un être humain à part entière, au même titre que des adultes qui travaillent. Et en ce sens, on n'y prend toujours pas attache et on n'y donne toujours pas la valeur dont il devrait y avoir. C'est la vérité, c'est vrai pour la petite enfance, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour les situations de maltraitance, des violences éducatives ordinaires, etc., etc. Comme le disait la collègue tout à l'heure, on sait aujourd'hui tout ce qu'il faut faire pour accompagner au mieux ces enfants et faire en sorte que ça devienne des adultes autonomes, éclairés, etc., etc., parce qu'ils ont tous le potentiel de devenir des gens extraordinaires. Et bien pour autant, on en reste toujours au même point et on ne prend pas en considération et on ne prend pas
fait tes causes pour l'enfance. Et je crois que tant qu'on n'aura pas changé ce paradigme-là, on n'avancera pas dans notre pays. Ce qui est bien dommage parce qu'on a quand même près d'un siècle de retard par rapport à des pays européens voisins, ou ne serait-ce que le Québec qui a longtemps a pris conscience de ce qu'était l'enjeu de l'enfance. Merci beaucoup. Alors, c'était exactement le type de mot de conclusion que j'allais vous proposer d'échanger avec nous pour arriver à la fin de cette émission. Ce que vous voudriez dire, partager avec les auditrices et les auditeurs qui sont avec nous ce soir pour les aider, comme tu viens de le faire Julie, à réfléchir au service public de l'enfance de demain, aux différents enjeux qu'il peut soulever. Tu veux commencer ? Alors, pour moi, là, la vraie révolution politique, ça serait qu'on arrête de penser la petite enfance comme une pensée en silo. En fait, l'économie d'un côté, les connaissances d'un autre. Le jour où on comprendra qu'on peut faire quelque chose avec ces deux-là, dans l'intention d'avoir une prise en charge, que ce soit pour les hôpitaux, pour les personnes âgées et pour les bébés, l'économie n'est pas contre l'humain. Il suffit de le penser autrement. À l'heure actuelle, on ne se rend pas compte que les conditions qu'on a de travail là, ça fait des arrêts, ça joue sur la sécurité sociale. Les nombres d'enfants qu'on a dans les crèches, ça fait que les enfants ont beaucoup plus de maladies, ça fait que les parents s'arrêtent de travailler, que les enfants sont plus malades, ça joue sur la sécurité sociale. Là, il y a une étude qui montre que les enfants qui vont en collectivité sont plus sensibles du coup aux antibiotiques parce qu'on leur en donne plus et que du coup ça joue même sur l'effet des médicaments. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de penser chacun dans son coin, de voir l'enfant comme une valeur économique et arrêter de se dire que c'est de la marchandisation. Ça sera une vraie révolution, qu'on rentre un peu dans les vrais sujets et qu'on arrête d'avoir un modèle gestionnaire pour des entreprises fait pour l'humain. Si on arrive à avoir ça, déjà ça sera une révolution. Merci beaucoup Frédéric. Sinaj ? Du coup, ce qui me semble vraiment important par rapport à cet enjeu-là, c'est à la fois la situation des femmes par rapport à leur maternité, qu'elles veuillent ou pas être mères, parce qu'il y a aussi une injonction très paradoxale, faites des enfants, mais il n'y a rien qui est fait pour qu'on les ait dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau de la maternité, de l'obstétrique, etc., et après les modes de garde. Donc vraiment qu'on considère les femmes et leurs réels besoins et que ça soit mis en place et que ce ne soit pas le travail à tout crin. Et puis par rapport aux enfants, le fait qu'ils soient mineurs, comment dirais-je, il y a aussi tout cet aspect politique de rendre les gens rentables, mais aussi de ne pas leur permettre de faire du lien, de s'exprimer, de pouvoir penser par eux-mêmes, de pouvoir être créateurs de choses. Il faut que ce soit à but lucratif, etc. Alors que c'est pas ça. En fait, on se rend compte maintenant que tout ce qui a été fait naturellement, ça a été récupéré par le capitalisme, et maintenant c'est une marchandise. Il y a des laits artificiels pour remplacer l'allaitement, il va y avoir des objets connectés pour bercer les bébés, on a des crèches privées lucratives, là aussi on supprime les jardins d'enfants avec la loi de Blanquer sur l'école de la confiance, tout ce qui fait du lien, tout ce qui permet aux enfants, justement, ce qu'on travaille beaucoup dans la petite enfance, c'est l'autonomie, c'est l'acquisition du langage, de la réflexion, faire découvrir l'enfant au monde quand c'est le moment pour lui, mais aussi que ce monde soit accessible et compréhensible pour lui. En fait, là, les politiques actuelles vont complètement à l'encontre de ce que sont les besoins naturels des enfants et de ce que nous savons qui est bon pour eux, que ce soit les psychologues, les pédagogues, aussi les neurosciences. Donc là, il faut... Je dirais, on est en train, comme tu le disais un peu tout à l'heure, de détruire les enfants sur tout leur parcours de vie. Et qu'est-ce que ça va donner à la fin? Donc avant, on disait aux mères de faire des enfants, ça faisait de la chair à canon. Maintenant, finalement, il faut faire des enfants pour nourrir le capital. Donc il faut arrêter, effectivement. Il faut que les femmes aient une conscience de classe dans nos professions. Et effectivement, les grèves ne marchent pas toujours, mais il y a quand même des luttes qui fonctionnent. On l'a vu avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui étaient pourtant à la croisée de toutes les dominations. Donc il faut vraiment qu'on ait conscience de notre pouvoir et une grève générale de la petite enfance, de toutes les personnes qui s'occupent des enfants de 0 à 6 ans, en incluant la maternelle, je vais dire un gros mot, ça aurait de la gueule, quoi. Moi, alors, je ne sais pas c'est comment positionner le travail syndical ou qui appartient à un champ particulier
par rapport à un travail politique plus général. C'est-à-dire que deux choses. D'abord, un espèce de zoom arrière, donc de proposition, voilà, de dire le métier des assistantes maternelles, de celles qui travaillent en crèche et ainsi de suite, il doit être connecté à d'autres métiers. Vous citiez les femmes de ménage ou les femmes de chambre de d'Ibis Batignolles et ainsi de suite. Et donc, pour avoir une vision d'un continent et qu'en s'appuyant sur ce continent-là, on puisse avoir une force. Je pense que les gens qui sont engagés dans des batailles, ils ne peuvent pas avoir ça, parce qu'on est le nez dans le dernier décret qui vient de tomber, la transformation qu'on a dans son entreprise et machin. Et donc, le rôle du politique est de faire une espèce de zoom arrière, de voir le truc de loin et de proposer une vision. C'est ce qu'on attend dans les mois à venir, c'est qu'il y ait une vision qui se dégage et qui fasse ce zoom arrière et qu'on nous propose une orientation générale et que chacun, dans ses combats à son échelle et au ras de sa crèche, et dans son domicile privé pour l'assistante maternelle ou dans son EHPAD, et ainsi de suite, on se replace en disant voilà le sens que prend mon travail, ou éventuellement le sens que prend ma lutte, le sens que prend ma dégradation du travail, dans ce tableau général. Mais ce tableau général, il doit être brossé par du politique qui peut faire le zoom arrière. Et le politique, il a un autre rôle quand je vous entends ce soir. C'est, même si on doit avoir le pessimisme de la lucidité, mais il faut l'associer à l'optimisme de la volonté. Et donc, c'est de transformer quelque chose, une tristesse, que j'ai entendu beaucoup ce soir sur l'abandon, en une espérance. Parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de bulletins qui sont glissés dans l'urne. Et voilà, ce qui peut tirer vers l'avant les gens, ça reste quand même l'espérance, parce que la tristesse, elle coince un peu dos au mur, quoi. Eh bien, merci beaucoup à nos 4 invités pour nous avoir aidés à dresser ce tableau, à distiller aussi un peu des bribes d'espoir pour qu'on puisse toutes et tous partir au front, au combat et nous bagarrer là où on vit. Bien sûr, on invite toutes les auditrices, tous les auditeurs à re-regarder cette vidéo, l'envoyer à leurs amis, la regarder peut-être en famille, regarder avec vos enfants, avec les enfants de vos enfants, avec les amis de vos enfants. Bref, faites tourner la vidéo pour donner de la force à tout le monde. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine autour d'une question au niveau international, à savoir celle de l'ordre international, comment garantir la sécurité collective, les institutions partagées au niveau de l'ONU, et de l'ensemble des formes d'intégration entre États. Et bien sûr, n'oubliez pas d'appeler tous vos proches, toutes les personnes que vous connaissez pour vérifier que dimanche, elles se rendront bien aux urnes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci.